Salut, bienvenue à la 22e partie. Nous avons parlé des conditions qui s'améliorent à la fin de la dernière glaciation. Les hommes en profitent pour se répandre en Amérique, alors que les populations de chaque région de la Terre se mettent à innover à des rythmes différents. Mais le climat réserve encore quelques surprises à nos ancêtres. Avant de continuer, on peut se demander à quand remontent les premiers signes de violence. Où tracer la ligne si l'on considère que même les singes sont capables de gestes violents? Les premières traces d'hommes tués par une arme humaine précèdent le maximum glaciaire, bien entendu, mais il s'agit de phénomènes isolés, voire de simples règlements de compte. Avant d'assister à des signes de violence organisés, nous devons attendre après la dernière glaciation, c'est-à-dire lorsque les populations humaines augmenteront partout sur la Terre et que les enjeux deviennent plus importants. Le temps est maintenant venu de parler du premier animal domestiqué, le chien. Depuis plusieurs millénaires, les hommes ont appris à chasser à peu près tous les animaux. Or, l'art préhistorique trahit aussi une véritable fascination pour le monde animal. Ayant appris depuis longtemps à aider les animaux en détresse, ne serait-ce que pour pouvoir les chasser plus tard et ainsi assurer la survie de leur tribu, nous ne pouvons que spéculer sur les premiers animaux vivants rapportés au camp afin de pouvoir les soigner. Qui, quand, où, comment et pour quelles raisons les premiers loups furent-ils apprivoisés? Nous n'en avons aucune idée. Des loups ont certainement pu chasser les mêmes proies que l'homme à l'occasion. Et s'ils peuvent s'observer de loin lorsque leurs chemins se croisent, ils ont rarement de raison de s'attaquer l'un à l'autre. Il n'est pas difficile d'imaginer de jeunes louveteaux, dont la mère serait morte, pris en charge par des êtres humains et passant leur journée au camp avec les mères, les enfants, les vieux et les blessés. Alors pourquoi les loups? Sans doute parce qu'ils sont territoriaux, qu'ils vivent dans des groupes hiérarchisés, où le chef est respecté, qu'ils peuvent chasser la vermine attirée par les déchets, comme les rats et les souris, et avertir le camp d'un prédateur qui rôde. Les loups adultes qui sont trop agressifs étaient probablement relâchés ou abattus. À la longue, la sélection humaine finit par sélectionner les plus dociles, puis, à plusieurs reprises, ils ont pu développer des liens affectifs avec des humains. Ces loups apprivoisés sont vite devenus le meilleur ami de l'homme, et ils commencent très tôt à être enterrés avec leur maître. À force de se reproduire en captivité, leur taille réduite par rapport aux loups sauvages nous permet alors de parler de chiens domestiques à partir de 12 000 ans avant notre ère. Ce sont les premiers à être domestiqués avant les plantes et tous les autres animaux. Tous les chiens d'aujourd'hui sont des descendants de ces loups apprivoisés. Passons maintenant au soubresaut climatique de 12 700 à 10 800 ans avant notre ère. À partir d'environ 12 700 ans, le climat, qui se réchauffait lentement depuis le maximum glaciaire, devient très rapidement plus chaud l'été et plus humide l'hiver pendant près d'un millénaire. Deux pics de chaleur, nommés Bolling et Allerod, seront particulièrement ressentis en Europe et en Asie. Les plantes en profitent aussitôt pour devenir très abondantes, entraînant ensuite une prolifération de populations animales, dont l'être humain, puisque les femmes peuvent se permettre d'avoir plusieurs enfants et que ces enfants ont une meilleure alimentation, donc de meilleures chances de survie. Parmi les objets échangés, nous retrouvons de nombreux coquillages dont la signification réelle est tombée dans l'oubli depuis longtemps. Mais nous pouvons imaginer que leur forme organique leur donnait l'apparence de jolies pierres. Certains coquillages sont retrouvés très loin de leur site d'origine et ils servent souvent à confectionner des colliers. Nous retrouvons d'ailleurs plusieurs tombes contenant de telles offrandes. Une telle pratique d'enfouir de nombreux colliers entraîne nécessairement une rareté de coquillages et augmente la valeur marchande de ceux qui sont en circulation. Servait-il de sorte de monnaie dans un monde de troc? Nous n'en savons rien. À part les bijoux, le travail des êtres humains ne laisse pas toujours de traces directes. Par exemple, ramasser du bois et entretenir un feu, construire et maintenir une demeure, préparer un repas,
confectionner ou réparer des vêtements, faire des outils en os, en bois ou en pierre, s'occuper des enfants, des vieux et des infirmes, chanter et danser, aller à la chasse, etc., etc., etc. L'apport des femmes dans toutes ces activités est souvent éclipsé par la chasse, largement attribuée aux hommes, et dont les traces sont parvenues jusqu'à nos jours. Pourtant, les nombreuses représentations de femmes dans les peintures, les gravures, les statuettes et ainsi de suite devraient nous mettre la puce à l'oreille. Illustre-t-elle le rôle central des femmes, qui dépassait sans aucun doute celui de simples génitrices? Avouons que les archéologues, souvent des hommes, sont peut-être allés un peu vite en interprétant ces œuvres comme des représentations de fertilité ou de désir sexuel. Ces œuvres pourraient aussi bien être des célébrations du rôle des femmes en tant que mères, nourricières, éducatrices, pourvoyeuses, travailleuses et, qui sait, peut-être même comme détentrices d'une sagesse ancestrale. Quelle était leur espérance de vie? En plus des maladies et des accidents, les mâles devaient assurer la défense du camp et risquaient de subir de graves blessures lors de la chasse au gros gibier, autrement dit, quand ils sont dans la fleur de l'âge. Le taux de mortalité des hommes était-il supérieur à celui des femmes? N'oublions pas les risques reliés à l'accouchement pour les femmes depuis que nous sommes bipèdes et que nous avons de grosses têtes. Hommes ou femmes, rares sont ceux qui atteignent un âge vénérable à cette époque. La plupart meurent avant d'avoir 35 ans. Il est possible que les individus détenant une connaissance approfondie du territoire et de ses ressources, en plus d'avoir une longue expérience de vie et une sagesse ancestrale, donc il est possible que ces individus étaient, plus souvent qu'autrement, des femmes. N'oublions pas qu'à partir de la ménopause, les femmes ne s'exposent plus au risque de l'accouchement. À chance égale, les femmes ont une plus longue espérance de vie que les hommes, et il en est probablement ainsi depuis longtemps. Mentionnons ici que d'avoir une espérance de vie de 35 ans n'implique pas du tout que le cœur d'un individu cesse subitement de battre à 35 ans pour aucune raison. Cette espérance de vie est basée sur un taux élevé de mortalité infantile, donc en plus des infections et des nombreux accidents. Sans doute qu'à partir d'un certain âge, les risques qu'ils prennent sont moins grands, et pour ceux qui survivent, les chances de vivre jusqu'à un âge avancé augmentent. Passons maintenant au Proche-Orient. Lorsque le climat se réchauffe subitement, vers 12 700 ans, les conditions deviennent meilleures. Et à certains endroits où des groupes convergent le temps d'une saison, leurs séjours se mettent à s'allonger. Et lorsque le territoire permet enfin d'y vivre à l'année, il se produit un phénomène nouveau. Certaines familles décident de rester. Nous retrouvons ici, notamment dans la région entre l'oasis d'Azraq et la mer Méditerranée, les plus anciens petits villages connus. Donc après la culture Kebaran, qui s'épanouissait quelques millénaires plus tôt dans la région, les populations du Proche-Orient, entre 12 300 et 10 800 ans, sont appelées Natoufiens anciens. Notons tout de suite que ces premiers villages sont très rares et sont très loin d'être la norme partout. De nombreux points de rencontre restent temporaires et la plupart n'ont même pas de cimetière. Comparativement aux camps de base, ils investissent beaucoup plus d'efforts à construire et entretenir les maisons des premiers villages, prenant même le temps de construire un cimetière. Alors, dans ces cimetières, certains corps enterrés sont décorés de colliers, de bracelets ou d'autres objets. Et un des cadavres portait un bonnet de coquillage. Certains sont même enterrés avec leurs chiens. Ces premiers sédentaires utilisent des pierres pour construire leur maison, et ils vont jusqu'à plâtrer leur puits de réserve. Ils placent généralement leur foyer au centre de la demeure et ils pratiquent la coutume d'enterrer leurs proches sous le sol de leur maison. Les points communs de leur culture viennent sans doute d'un héritage culturel commun. Sinon, chaque village a sa propre identité. À Abu Huraira, les habitations se confondent avec la nature. À Neve David et Hayonim, les maisons sont circulaires, tandis qu'à Ain Malaha, les maisons sont rectangulaires avec des fondations de pierre et un toit fait de broussailles et de peau animale. L'adaptation à la vie sédentaire se fait lentement, car leur passé de nomade est profondément ancré. Et puisque ces petits villages ne sont pas assez populeux pour qu'ils se reproduisent entre eux, c'est-à-dire que les habitants de Hayonim n'ont plus de dents de sagesse
et ne se seraient pas reproduits avec les villages voisins. Donc, ils dépendent de relations harmonieuses avec les nomades, qui continuent de converger chez eux comme avant. Bien sûr, ils s'échangent encore des coquillages, et quelques-uns provenant d'une île ont même été retrouvés à plus de 500 km de leur source. La vie intellectuelle de ces villageois devait être riche, pleine de festivités, de cérémonies religieuses, d'échanges de techniques, d'informations, etc., etc., etc. Et en comparaison, la vie des nomades devait sembler monotone. Cela dit, la sédentarité implique de nouveaux problèmes, comme par exemple l'accumulation de déchets et de débris. Et oui, déjà des problèmes reliés à la pollution. Par contre, les populations sont encore petites et ne semblent pas avoir de problèmes de nutrition ni de maladies infectieuses. Il n'y a pas non plus de traces de violence entre les hommes, comme par exemple des marques d'épieux sur les os. La période entre 12 700 et 10 800 ans donne l'impression d'une période d'abondance. Donc un premier répit depuis plusieurs millénaires où l'on peut enfin se reposer l'après-midi. De nouveaux outils de pierre en forme de petits rectangles ou de trapèzes deviennent populaires et se propagent au Proche-Orient. Mais on trouve aussi d'autres nouveaux outils. L'arc et la flèche sont enfin introduits dans la région, ainsi que les premières faucilles pour couper les tiges des plantes. Elles sont composées de 5 à 6 éclats collés aux manches avec de la résine. Sans oublier ces énormes mortiers et pierres de meulage, inconcevables à trimballer pour un nomade. Nous ne pouvons pas savoir si les Natoufiens anciens, nomades ou sédentaires, partagent déjà leurs tâches en fonction du sexe. Donc, il est possible que les hommes soient chasseurs plus souvent que les femmes, puisqu'ils chassent du gros gibier. Mais nous n'en avons aucune preuve. Ceux qui récoltent des plantes semblent très bien savoir ce qu'ils font. Comme le témoignent les nombreuses fossiles de cette époque, dont quelques-unes sont joliment décorées d'ailleurs, ils doivent certainement aussi commencer à brûler les vieilles tiges pour aider les nouvelles pousses. Chaque plante est différente, avec sa valeur nutritive, ses propriétés médicinales et, parfois, ses effets psychotropes. L'importance de ces connaissances ne doit pas être éclipsée par la chasse, car ceux qui savent reconnaître et s'occuper des plantes ont définitivement de meilleures chances de survie. À force de ramasser des plantes sauvages, certaines populations auraient développé des sortes de jardins sauvages. C'est-à-dire que nous avons trouvé une plaque divisée en zones ou en champs, illustrant l'itinéraire à suivre pour trouver chaque endroit. Ensuite, ces nomades apportent leurs graines avec eux pour, occasionnellement, les semer ailleurs. Non pas dans le but de cultiver, mais pour avoir accès à des plantes jusque-là absentes à ces endroits. Bien sûr, le processus de domestication des plantes n'a pas pu se faire consciemment, et cette première étape ne laisse à peu près aucune trace. Donc, dans l'ensemble, ces nomades avaient sans doute très peu de raisons de replanter leurs graines. Prenons l'exemple du blé sauvage, qui développe ses graines à l'intérieur de petites enveloppes au bout de la tige. Lorsque la graine est mûre, l'enveloppe devient cassante, puis elle se brise pour laisser tomber la graine au sol. Puisque dans la nature, la pluie est imprévisible, les plantes ont de meilleures chances d'engendrer une nouvelle génération si les graines ne tombent pas toutes au même moment. Pour des cueilleurs qui veulent récolter des graines mûres, cela implique qu'ils doivent passer plusieurs fois au bon moment. Une fois tombées, elles sont plus difficiles à ramasser. Au fil des générations, les hommes préhistoriques ont peut-être récolté des rares spécimens dont l'enveloppe ne se casse pas. Dans la nature, ces plantes ne sont pas viables et leur présence à l'état sauvage est estimée à seulement une toute petite fraction. Mais, comme leurs graines restaient nécessairement dans l'enveloppe protectrice, elles avaient plus de chances d'être récoltées par l'homme. En ressemant ces graines, la proportion de ces plantes qui attendent le cultivateur, si on peut dire, donc la proportion de ces plantes augmente peu à peu. Alors nous estimons entre 200 et 250 ans pour domestiquer une plante comme le blé sauvage. Alors, est-il possible que les Natoufiens anciens aient enclenché le processus à cette époque? Pas encore. En fait, nous n'avons aucune trace de plantes domestiquées vers 12 500 ans. Et tout indique qu'il faut attendre encore 3 millénaires, c'est-à-dire lorsque l'ère glaciaire sera bel et bien terminée. Passons maintenant à l'Afrique. Au sud du continent africain, les populations sont mobiles
et elles laissent très peu de traces. À part peut-être dans la vallée de la caverne Drotsky, en plein désert du Kalahari actuel, c'est-à-dire là où les précipitations augmentent à cette époque. Le site est fréquenté de nombreuses fois de 12 000 à 11 000 ans. Puis, lorsque les précipitations diminuent, la caverne devient une halte temporaire. N'oublions pas que, comme partout ailleurs, plusieurs sites près des rives de cette époque sont aujourd'hui sous le niveau de la mer. Elands Bay Cave, en Afrique du Sud, est un bon exemple des changements de l'époque. Les populations du maximum glaciaire chassaient des animaux de la plaine, comme des chevaux, des buffles géants et diverses sortes d'antilopes, comme par exemple des élans. Le niveau des océans, qui remonte depuis 16 000 ans, place alors Elands Bay Cave à quelques 20 km de la côte, vers 12 500 ans. Les forêts sont alors en pleine expansion et les populations de la région passent de l'épieu à l'arc. À partir de 12 000 ans, l'océan n'est plus qu'à 5 km. Les habitants de la caverne mangent maintenant des moules au printemps, des phoques en hiver, des poissons l'été, mais aussi des pingouins, du homard, des mouettes, des pélicans, des flamands, etc., etc., etc. Les visites sont plus fréquentes et durent plus longtemps. Puis, vers 7000 ans, le point d'eau potable le plus près est alors à 20 km et la caverne est abandonnée pendant plus de 4 millénaires. À Boomplass Cave, nous avons des traces d'occupation humaine tout au long de l'ère glaciaire. Dans le reste du Sud-Africain, la population semble augmenter à partir de 12 000 ans. Ils occupent à peu près tous les types de régions. Par contre, ils nous ont laissé très peu de traces. En Afrique centrale, autour de Iwo Eleru, ou en Afrique de l'Ouest, nous retrouvons surtout des savanes. Et la plupart des sites sont des haltes temporaires impossibles à dater. La forêt tropicale, elle, reste limitée le long des cours d'eau, du moins jusqu'à ce que la pluie revienne autour de 12 000 ans. Pendant plusieurs millénaires, la région obtient 50 % plus de pluie et les forêts prennent de l'expansion au-delà de leur taille actuelle. Autour de 10 000 ans déjà, la reforestation est bien enclenchée. Vers 7 000 ans, les lacs Turkana et Victoria dépassaient leur superficie actuelle. Puis, à partir de 3 000 ans, la pluie diminue. Les lacs s'assèchent peu à peu et les forêts reculent vers leur position actuelle. Aujourd'hui, la mousson passe plus au nord, privant presque totalement de pluie la région du Kalahari. Au maximum glaciaire, les deux sommets du Kilimandjaro, Kibo et Mawenzi, étaient couverts de neige. Aujourd'hui, seul Kibo est encore enneigé. Grâce à cette glace, nous avons pu savoir que le climat africain était plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui, entre 10 000 et 5 000 ans. Or, avec le réchauffement actuel, ces traces sont sur le point de disparaître. Nous savons aussi que deux sécheresses importantes, de quelques décennies chacune, eurent lieu autour de 6 300 ans. Puis, deux autres, dont la dernière remonte à 2000 ans avant notre ère, c'est-à-dire lorsque fleurissaient les civilisations de la Mésopotamie et de la vallée de l'Indus. Après l'extrême aridité du maximum glaciaire, vers 12 000 ans, on retrouve des lacs et des marais en plein désert du Sahara. Les populations de la région chassent des moutons, des bœufs et ramassent des tubercules. Nous connaissons très mal ces peuples du nord africain, et pourtant, ils devaient faire partie des mêmes réseaux qui éteignaient les plaines du Proche-Orient. Leurs descendants vont éventuellement domestiquer les bœufs, et nous devons les considérer à l'avant-garde de leur époque. Dans la vallée du Nil, le réchauffement et la pluie ont des conséquences désastreuses pour les populations de la vallée. La paisible rivière devient un puissant fleuve, dont les crues emportent tout, jusqu'aux sédiments accumulés depuis le maximum glaciaire. Les marais disparaissent, et malgré un climat plus chaud et plus humide, la qualité de vie diminue. Entre 13 000 et 11 000 ans, 24 des 59 corps retrouvés dans le cimetière de Djebel Sahaba sont morts violemment. C'est-à-dire qu'on trouve des pointes de flèches et des traces de coupures sur les os ou sur le crâne. Possiblement, plus de 24 corps furent violentés si certains sont morts sans que les os ne laissent de traces apparentes. Des hommes, des femmes et des enfants furent tués à cet endroit. Après cela, la population initiale est soit allée ailleurs, soit que leurs traces ont été balayées par les crues. Nous ne le saurons probablement jamais, puisque les traces deviennent extrêmement rares dans la vallée du Nil entre 12 000 et 7 000 ans.
À part le nord africain, donc du Maroc jusqu'à la vallée du Nil, nous ne pourrons plus suivre l'histoire de ce continent avec autant de précision qu'ailleurs. Quelques épisodes sporadiques parviendront jusqu'à nous, comme le peuple Nok, sinon les autres peuples sont complètement tombés dans l'oubli. Il ne reste essentiellement que quelques sites sans nom, impossibles à dater. Passons maintenant à l'Europe. En Europe, le climat reste plus frais et la température varie plus qu'en Afrique. Les plantes, qui progressaient vers le nord pendant le bowling, font demi-tour pendant l'intermède frais qui commence vers 11 500 ans. Et ils reprennent ensuite de l'expansion pendant l'alérode, c'est-à-dire le deuxième réchauffement. Les nombreux sites de cette époque sont soit des camps saisonniers mal préservés, soit des vestiges de chasse collective. Les populations humaines commencent à occuper le centre-nord de l'Europe à partir de 12 700 ans. À Meyendorf, ils se regroupent une fois par année pour chasser des rennes par milliers avec leurs lance-lances. Et ils récupèrent probablement leurs épieux parce qu'il y a encore très peu d'arbres dans la région. À Stelmoor, vers 10 800 ans, les arcs et les flèches remplacent les épieux et l'on retrouve des massacres de plus grande envergure qu'à Meyendorf. Le long du Rhin, à Gonnersdorf, ils chassent principalement des chevaux et construisent des habitats circulaires de 6 à 8 mètres de diamètre. Dans un camp temporaire du nord de la France, à Pincevent, les os d'un même animal, retrouvés éparpillés autour de plusieurs feux de camp, laissent croire qu'ils ont partagé l'animal entre eux. À Étiole, une des meilleures sources de silex de la région, les outils abandonnés sont de plus en plus maladroits à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'atelier. C'est-à-dire qu'à cet endroit, ils devaient se permettre d'enseigner aux novices. À certains endroits, les troupeaux sont assez nombreux pour être chassés à l'année. Quelques points de rencontre, comme par exemple à la jonction des rivières Meuse et Lesse, donc ces endroits servent de camp collectif pendant l'hiver pour ceux qui ne retournent pas dans le sud. Passons maintenant à l'Asie. La plupart des sites asiatiques de cette époque ont des dates incertaines. Vers le centre du continent, le climat est aride et les hommes organisent des chasses collectives annuelles, c'est-à-dire qu'ils chassent des chevaux et des cerfs. Lorsque le climat devient plus chaud, autour de 12 000 ans, les arbres des climats frais, c'est-à-dire les pins et les épinettes, se font remplacer par les forêts de chênes, d'ormes et de saules, entraînant à leur tour un changement de faune. Plus près du pôle Nord, les forêts sont aussi en expansion, réduisant l'espace des plaines herbeuses et repoussant les populations de mammouths encore plus au nord. Sauf que l'augmentation des précipitations, qui tombent sous forme de bruine, rend le sol très humide et vaseux à certains endroits. Ces marécages sont de véritables pièges naturels à mammouths. En peu de temps, leur population chute en flèche. Encore plus au nord, l'herbe est recouverte de neige. Et les derniers mammouths se retrouvent isolés sur la petite île de Zhukov. En général, le Grand Nord reçoit très peu de pluie. Mais comme il y a peu d'évaporation, elle s'accumule sur un sol très pauvre en sédiments. Ici, la végétation pousse péniblement lentement. Certains arbres et arbustes sont centenaires, mais ils restent petits, préférant accumuler le peu de ressources qu'elles ont dans leurs racines, donc à l'abri des brouteurs. Les arbres goûtent mauvais. Ils sont souvent épineux ou contiennent du poison. Par rapport au reste de la Terre, le territoire nordique s'est appauvri en nourriture. À cette époque et pour de nombreux millénaires, la plupart des sites connus du Grand Nord sont abandonnés. Près de la rivière Yangtze, en Chine, les plus anciens fragments de poterie chinoise connus ont été trouvés dans la caverne de Diatongguan, datant d'approximativement 10 000 ans. Ces populations récoltent du riz sauvage. Aujourd'hui, le riz est l'une des céréales les plus consommées sur la Terre. Mais sa domestication ne se serait pas produite avant la fin de l'ère glaciaire. Passons maintenant à l'Amérique. L'immense glacier qui recouvrait la majeure partie du continent nord-américain ne commence à fondre que vers 14 500 ans. Et encore, au début, il ne fait que s'amincir. Au maximum glaciaire, le glacier avait 3 km d'épaisseur. Puis, après un léger retrait, le glacier reprit de l'ampleur. Il est possible qu'au début, les glaciers aient contribué à refroidir les océans.
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils cessent de se toucher. Les océans auraient alors pu se réchauffer plus vite en entraînant des vents chauds qui accélèrent ensuite la fonte des glaciers. Pendant plusieurs siècles, des milliards de litres d'eau forment des rivières qui se déversent dans les océans, ou alors créent de vastes lacs à l'intérieur des continents, comme par exemple le lac Missoula vers 15 000 ans, ou le lac Agassiz de 12 000 à 8 000 ans. Par la suite, une grande plaine herbeuse couvrira le centre du continent. Le sud-ouest deviendra désertique et les forêts s'épanouiront plus à l'ouest. Au nord, lorsque les glaciers se retireront enfin, pousseront des forêts de conifères. En s'asséchant, les lacs de drainage laisseront quelques lacs qui sont encore là aujourd'hui. Les premières populations d'Amérique voyagent en petits groupes très mobiles. Ceux qui se rendent jusqu'en Amérique du Sud, où les forêts tropicales ont très peu changé depuis le dernier maximum glaciaire. Donc ces populations rencontrent les marsupiaux et les singes platyrrhiniens, tandis que ceux qui traversent le continent vers la côte est vivent dans des plaines arides, sans forêt et sont souvent en proie à de violentes tempêtes de vent. Il n'y a aucune raison pour que les premières vagues de colonisation ne réussissent pas à survivre. Pourtant, ces populations disparaissent, possiblement à cause de leur isolement, des accidents, des noyades, des maladies, etc. Il faut attendre 11 500 ans pour que les traces sporadiques deviennent plus nombreuses. Les populations de la côte est américaine auraient chassé quelques mammouths et le style de leurs pointes d'épieu, les pointes Clovis, aurait probablement influencé d'autres cultures. C'est-à-dire que les styles des pointes sont assez variés. L'homme a-t-il contribué à exterminer les mammouths? Même en ne les chassant qu'occasionnellement, les arguments en faveur d'une extermination par l'homme sont très valables. Les hommes peuplent le continent à partir de 11 500 ans. Et un millénaire et demi plus tard, pendant le règne de la culture des pointes Clovis, les 7 grands s'éteignent, c'est-à-dire le mammouth, le mastodonte, le chameau, le cheval, le tapir, le paresseux et le smilodon. À l'intérieur d'un même camp, nous pouvons retrouver jusqu'à 13 carcasses de mammouths. S'ils en mangeaient tant et que nous avons si peu de sites archéologiques, est-ce possible qu'il y ait d'autres sites que nous n'avons pas encore découverts? Bien sûr que oui. Est-ce possible que l'homme ait chassé les autres grands mammifères? L'idée est tentante, mais n'oublions pas que de tels sites sont exceptionnellement rares et que les hommes semblent surtout chasser du petit et du moyen gibier, comme du caribou, des bisons, des lapins, des oies, des dindons, des poissons. Il semble illogique de se spécialiser dans la chasse au très gros gibier, surtout sur un énorme continent jusque-là intouché par l'homme. Ces hommes étaient des pionniers, des opportunistes astucieux. Pourquoi se limiterait-il aux proies les plus difficiles à attraper? Peut-être que les changements climatiques, le changement de végétation, que les inondations et les marécages ont largement contribué à éliminer plusieurs individus. C'est-à-dire que les exemples de géants pris dans un marécage ou morts de faim sont très nombreux à cette époque. Lorsqu'ils tombent en dessous d'un certain nombre, l'extinction deviendrait inévitable. De plus, les nouveaux compétiteurs directs des mammouths, les bisons, dont les populations s'alternent dans les plaines tout au long des oscillations du climat entre chaud et froid. Donc les bisons sont mieux adaptés aux nouvelles conditions. En passant, les véritables derniers mammouths sont restés isolés sur des îles, c'est-à-dire lorsque les niveaux de la mer remontent. Sans prédateurs, ils évoluent vers des espèces naines jusqu'autour de 4000 ans et ne mesurent plus alors que 2 mètres de haut. Ceux-ci s'éteignent clairement au contact de l'homme, car ils ne pourront ni fuir ni se défendre. Alors, pourquoi les grands mammifères se sont-ils tous éteints vers 10 000 ans s'ils ont réussi à survivre aux ères glaciaires précédentes? Une simulation informatique montre que, dans leurs conditions, augmenter les mortalités de 5 % causées par la chasse de l'homme suffirait à accélérer le processus jusqu'à l'extinction. Les populations de la culture Clovis n'enterrent à peu près jamais leurs morts. Pourtant, il y a quelques tombes contenant de l'ocre rouge et des objets symboliques, comme des pointes Clovis et autres objets. Pourquoi ceux-là et non les autres? Détenaient-ils une place particulière dans leur communauté? En fait, nous en connaissons encore trop peu sur les peuples d'Amérique pour trancher. En résumé, nous avons parlé du premier animal domestiqué par l'homme, le chien.
Sans doute que la longue tradition préhistorique, qui tourne autour d'une fascination pour le règne animal, y est pour quelque chose. S'agit-il d'abord de soins apportés aux petits louveteaux? Se développe-t-il une sorte de respect mutuel pour les spécimens qui grandissent à l'intérieur des camps? Ces animaux, nullement élevés pour leur fourrure ni pour être mangés, deviennent vite le meilleur ami de l'homme. Au Proche-Orient, les Natoufiens anciens participent à un commerce de coquillages qui servent à confectionner des bijoux, des colliers et même des sortes de bonnets funéraires. Ici, les conditions semblent globalement meilleures qu'ailleurs. Et nous assistons à une première vraie période d'abondance. À certains endroits, les séjours s'allongent et certains sites deviennent permanents, c'est-à-dire les premiers villages, quoique ces villages soient encore des cas isolés. Ils peuvent alors investir plus d'efforts dans leur demeure. Ils initient la coutume d'enterrer les morts sous le sol de leur maison, mais ils construisent aussi les premiers cimetières, où les habitants sont enterrés avec des objets, signe qu'ils possédaient donc une certaine richesse. Malgré les points communs de ces premiers villages, tous issus de la même culture de la région, chaque village a sa propre identité. Ils entretiennent des contacts harmonieux avec les nomades, ne semblent pas encore connaître de problèmes de surpopulation ou de malnutrition, mais ce nouveau mode de vie voit apparaître les premiers problèmes de pollution. De nouveaux outils apparaissent. Ils développent des sortes de jardins sauvages, apprennent à mieux s'occuper des plantes, mais ne replantent pas leurs graines et aucune plante n'est encore domestiquée. En Afrique, comme partout ailleurs, les sites côtiers sont submergés, mais quelques sites, à une certaine distance de l'océan, donnent une bonne idée des changements à cette époque. Nous pouvons voir au même endroit des transitions de chasseurs de gibier des plaines passés aux pêcheurs de poissons. Comme ailleurs, les forêts et les lacs sont en expansion et l'on retrouve même des marais et des lacs en plein désert du Sahara. Cela dit, aux prochaines époques, nous devrons abandonner l'histoire des peuples au sud du Sahara par manque d'informations. En Europe et en Asie, les forêts et les faunes des climats plus chauds sont en expansion. Certaines populations occupent des territoires de plus en plus près du pôle Nord, et certains sites démontrent d'énormes carnages de troupeaux suite à des chasses collectives de grande envergure. Quelques millénaires après les toutes premières poteries des Jomon du Japon, nous retrouvons maintenant des poteries en Chine. En Amérique, le vaste glacier se met enfin à fondre, créant de vastes lacs, de grandes rivières et le Grand Canyon. Comme ailleurs, les forêts et les plaines herbeuses sont en expansion, pendant que les peuples de pionniers américains, qui fabriquent maintenant des pointes Clovis, parcourent le territoire en petits groupes mobiles. La période de 12 700 à 10 800 ans est donc une sorte de période d'abondance et de réchauffement accéléré. La chasse occasionnelle des grands mammifères par les hommes semble faire chuter leur nombre partout dans le monde, quoique les sites de chasse, en ce qui concerne ces géants, sont très rares. À cette époque, nous retrouvons aussi d'innombrables représentations de femmes qu'il faut nécessairement interpréter autrement qu'étant une sorte de centerfold de Playboy préhistorique.